bonjour, bienvenue à ce café littéraire qui va nous faire franchir une frontière. Nous allons aller en Normandie. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Il y a une cellule de psychologique à côté. Voilà. Bon, j'ai grandi longtemps, alors je connais aussi, hein, vous inquiétez pas. C'est la côte normande qui va donc être au cœur de ces 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Celle de Barfleur dans le Cotentin que Christophe Boltanski raconte à partir d'une maison et de vos ascendants, à l'heure où le trait de côte avance et menace ce qu'il reste des maisons, peut-être une allégorie d'une possible disparition de la mémoire de ceux qui l'ont habité, renvoyant à l'histoire du XXe siècle. Nous irons aussi à Fécamp et ces falaises où la maison que vous racontez, Jennifer Richard, est inconnue pour une femme qui arrive et que vous racontez notamment dans le chemin qui mène du jardin à la plage et qui a une histoire particulière puisqu'il a été construit par les prisonniers de guerre allemands à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis nous irons aussi dans une ville qui existe et qui n'existe pas, avec vous, Renaud Meyer. Balbec, ça vous dit quelque chose? Bon, sur les cartes administratives, c'est comme Brocéliande, ça n'existe pas. Dans l'imaginaire, c'est très présent, puisque c'est la station balnéaire qui a été inventée par Marcel Proust pour à la recherche du temps perdu et que vous investissez le temps d'un été et d'un roman dans un retour à Balbec. Et c'est ma camarade Anne Plantier qui vous interrogera. Je vais débuter avec vous, Jennifer Richard et Fécamp, donc. Après des romans sur la colonisation, la ségrégation et l'impérialisme du Congo aux États-Unis, mais aussi après des contes d'outre-mer, vous venez de faire paraître ce livre aux éditions Grasset, Chemin des falaises. Et donc, après avoir exploré vos origines guadeloupéennes, vous explorez les autres origines, les origines normandes, qui font ce nouveau livre avec cette maison dans laquelle arrive une femme. Elle s'appelle Marie. Elle vient de perdre son mari dans un accident et vient s'installer à Grinval, un hameau au-dessus de Fécamp avec un chien, parce qu'il y a un autre personnage important qui s'appelle Maxou. Cette maison n'est pas la sienne, elle appartient à l'histoire de son défunt mari. Mais comment la Normandie, Jennifer Richard, cette Normandie, donc après les livres que j'ai cités, est venue vous demander ou vous réclamer un roman plus court que vos fresques précédentes, plus intime aussi peut-être? C'est très difficile pour moi de parler, je ne sais pas où est mon père, normalement il est dans la salle, et alors il y a une autre frontière très, très délicate dans la famille, c'est la frontière entre les deux Normandies, puisque mon père est du Calvados, donc quand, quand il a su que j'écrivais sur Fécamp, il m'a dit mais pourquoi tu n'écris pas sur Caen? Il y a quand même plus de choses à dire, mais suis bon, d'accord avec il y a lui. aussi beaucoup plus de voix, c'est vrai. Bah oui, moi c'est mon Calvados aussi. Vous êtes partout. Non, j'ai choisi Fécamp parce que c'est une ville qui permet de raconter la décadence, la grandeur, la décadence, peut-être la résurrection. Donc c'est un parallèle que je fais entre le personnage de Marie, mon héroïne, et la ville, qui sont toutes deux en deuil, qui ont vécu des grandes heures, qui ont vécu un bonheur lumineux et qui traversent de grandes épreuves. Et toutes les deux, à des strates d'échelles de vie différentes, vont sans doute, j'espère, ressusciter. Et Fécamp est très propice au roman par la topographie, puisque pour ceux qui ne connaissent pas Fécamp, c'est une ville située dans une valeuse. Une valeuse, c'est une vallée dont le lit de la rivière se jette dans la mer, donc c'est très particulier, il y a un vocabulaire particulier à cette cité. Ce sont les plus hautes falaises d'Europe. C'est une ville qui est magnifique, qui a des traces architecturales absolument sublimes de ces grandes années, comme le palais de la Bénédictine, et qui aujourd'hui perd 300 habitants par an, est passée sous la barre des 20 000 habitants. Donc c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup souffert, comme mon personnage. Et j'essaie vraiment de faire ce parallèle entre deux destinées sur l'échelle de vie d'un chien, donc 12 ans, l'échelle de vie humaine,
80 ans, 90 ans, et puis l'échelle des falaises, l'échelle de la mer, l'infini. C'est pour ça qu'il y a de l'espoir, c'est infini. Ouais. Et puis vous jouez sur les écarts, parce que cette femme, je l'ai dit, ne connaissait pas sa maison, c'est pas son territoire. Quand elle y vient, on la rencontre au début à Berlin. Qu'est-ce qui vous intéressait aussi dans ce regard neuf qu'elle pose ceci, dans cet écart, c'est que cette maison participe de sa vie personnelle sans qu'elle y ait connu. Fécamp, c'est une nouvelle géographie. Puis vous nous la présentez évidemment pas en bon état, parce qu'elle vient de perdre son mari, elle est sous anxiolytique. Un peu trop de rhum également. Donc il y a quelque chose aussi sur l'écart et l'écart aussi de la conscience, de la lucidité qui vous a intéressé. Oui, tout à fait. Et pareil, on peut faire ce parallèle également avec la ville. Hein. Vous dites trop de Rome, bon, les marins quand ils partaient. Oui, parce qu'il y a un parallèle quand même. On est de l'autre côté du Couesnon, comme vous disiez sur le petit résumé. Mais le lien entre Fécamp et Saint-Malo, ce sont les Terre-Neuva qui ont énormément marqué ces deux cités. Il y avait Granville aussi, la troisième. Mais à une époque, Fécamp était au-dessus en termes de La pêche à la tonnage. morue jusque dans les années 1990. Oui, 70, 90, ça existait encore, mais à 70, le déclin commence à s'amorcer. Et donc, bon, l'alcool est très présent aussi chez les fantômes de ces Terre-Neuva qui prenaient leur dernier godet avant d'embarquer dans certains troquets qui ont tous disparu. Donc là, je les fais revivre aussi un petit peu. Et le personnage arrive avec ses préjugés, en fait. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est le fait qu'elle est d'origine guadeloupéenne. Elle arrive d'une très grande ville, elle a un bagage culturel dont elle est très fière, elle a un accès à la culture et à l'éducation que tout le monde n'a pas dans des territoires qui sont déclassés comme Fécamp. Et elle arrive avec ses préjugés, croyant que ce sont les autres qui la jugent, croyant que ce sont les autres qui ont un regard xénophobe ou méfiant à son égard. Et on se rend compte au fil du temps que, en fait, elle est quand même imbibée d'alcool la plupart du temps, très désagréable, en deuil. Enfin, vraiment, elle n'est pas sympathique. Et grâce au chien, elle va quand même réussir à s'intégrer et à faire des liens très forts avec cette ville dans l'espace et dans le temps. Grâce ou à cause, parce qu'elle se retrouve aussi embarquée avec un chien qu'elle n'a pas voulu. Non, mais m'en parlez pas, ça c'est très douloureux cette histoire de chien. Il y a C'est une corvée. Voilà, c'est une corvée. Et le titre de votre roman s'appelle Le chemin des falaises, puisque je l'ai dit dans la petite présentation. Un des lieux qui était important, c'est la maison, mais c'est aussi ce chemin qui l'amène de sa maison à la plage, qui a été creusé dans la roche à la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la libération par les prisonniers de guerre allemands. Il représente quoi pour vous et pour elle, ce chemin? Elle vient de Berlin, elle se retrouve dans un endroit qui a un rapport aussi entre la France et l'Allemagne assez particulier. Ça représente au départ une contrainte aussi, comme avoir un chien quand on n'en a pas voulu, c'est une contrainte quotidienne au moins, en plus des heures entre les corvées. Et puis se retrouver à Fécamp, enfin à Grainval en effet, c'est la petite valeuse d'à côté, quand on vient d'une grande ville et qu'on a choisi d'habiter dans une grande ville, ce ne sont que des contraintes. Même si le chemin des falaises, c'est l'adresse du personnage, c'est une véritable adresse, c'est une portion du GR21, donc magnifique sentier de randonnée. Et vraiment, quand on est dans cette maison, parce que j'ai habité dans cette maison que je décris, on entend le tic-tic-tic-tic-tic des petits bâtonnets de marche nordique. Toute l'année, tous les jours, on entend ce petit bruit un petit peu agaçant au début. Puis en fait, on se dit, mais c'est super d'être sur ce chemin de randonnée à 50 mètres de la mer, c'est exceptionnel. Oui, parce que c'est évidemment donc aussi comme voilà, Christophe Boltanski, c'est le trait de côte qui vous a intéressé. De quelle manière ce rapport à la mer, comment il a habité aussi votre écriture, parce que c'est un roman de l'entre-deux en fait, hein. Entre-deux de la vie, entre-deux de la lucidité, puis entre la terre et la mer. Oui, mais alors ça c'est marrant parce qu'en effet on a ça en commun, c'est vraiment fascinant. Puis pouvoir parler de ça ici, c'est encore plus. Voilà, il y a la mer juste derrière. C'est très parlant. Ce sont des paysages bouleversants qui peuvent être complètement oppressants quand on ne va pas bien et qui peuvent être complètement libérateurs quand on décide de voir l'infini comme une possibilité et pas comme quelque chose qui va nous oppresser et nous rendre tout petit, à moins d'accepter qu'être tout petit, c'est aussi se déresponsabiliser et se libérer complètement. Donc c'est ce que je travaille dans tous mes livres d'ailleurs, où qu'il se passe, et celui-ci, Le trait de côte. Regardez, Karen à la réalisation nous offre une vue sur la mer, merveilleux quand même. Ouais. Bravo. Oui, c'est magnifique. Non, mais ce trait de côte, pour moi, est libérateur. La mer est quelque chose qui peut vraiment nous libérer. Et les falaises aussi. Ce sont deux mouvements contraires qui vont jusqu'au ciel. Oui. Et alors il n'y a pas
ne regarde pas que la mer, elle regarde, et vous l'avez dit aussi, vers le village, la ville de Fécamp, avec toute la galerie de personnages que vous avez inventés. Qu'est-ce qui représente ces gens, cette population de Fécamp, alors qu'ils nous emmènent du tragique au rire, parce qu'il y a aussi toute une galerie de personnages qui vous a intéressé à interroger, ceux qui viennent de Paris, les pêcheurs locaux, un clown, une veuve ukrainienne, plein de personnages qui l'interrogent différemment. Oui, je voulais pas en faire trop, mais ils sont tous réels. C'est-à-dire que je n'aime pas trop les romans picaresques avec une galerie de portraits, mais il se trouve que cela existe vraiment. Donc je n'ai pas débordé. Les marins bougons existent évidemment, mais on passe en effet du rire aux larmes et à l'inverse. Quand je suis allée présenter le livre à Fécamp dans une petite librairie qui s'appelle Le Chapitre, qui est formidable, une jeune libraire qui doit avoir à peine 30 ans m'a dit qu'elle avait été touchée par un livre sur Fécamp. Et la réception était étonnante. Elle me dit, on est un peuple de héros déchus qui aujourd'hui avons honte. Et moi-même, j'ai été bouleversée par ça parce que je ne savais pas comment gérer ce sentiment de honte dans un roman sans être irrespectueuse. Mais quand elle a dit ça, je me suis dit, ça doit être terrible en fait, d'avoir eu des grands hommes qui ont bravé les océans, qui ont fait vivre cette ville, qui ont nourri d'autres industries liées à la pêche morutière, qui ont débarqué du bateau, qui ont vu leur bateau se faire désarmer. Le vocabulaire en plus de la marine est terrible. Donc les bateaux sont désarmés, les marins se retrouvent au port avec leurs baluchons et deviennent chômeurs au moment où ils posent pied à terre, à partir des années 70. Donc moi j'arrive après, le roman se passe de nos jours, mais j'essaie d'égayer ça un peu avec ces fantômes de marins, ceux qui sont revenus, ceux qui sont restés au fond des mers, et ils se retrouvent tous dans le bar qui fait face au port. Alors tout ça, jusqu'où est-ce que ça, enfin comment ça vous a fait écrire Chemin des Falaises, cette fois-ci du point de vue de l'écriture, du style. Je l'ai dit, c'est un roman plus court que les précédents. Jusqu'où cette histoire et cette ville et ces fantômes vous ont fait écrire peut-être différemment. Je parle toujours de fantômes, donc dans tous mes romans, il est question de fantômes, peut-être parce que je suis moi-même obsédée par l'au-delà, par l'infini. J'ai voulu me détacher complètement des livres habituels qui nécessitent des recherches très minutieuses, interminables. Là, je me suis dit, je me libère, j'écris comme je veux, j'essaie de faire de moins attention à tout, à la syntaxe. C'était mon obsession de ne pas répéter trop de mots, de ne pas avoir de facilité de langage. Là, je me suis dit, je me libère, j'écris plus facilement, ça se lira plus facilement sans doute. C'est vraiment un voyage beaucoup plus restreint géographiquement, mais dans le temps, je pense c'est assez similaire à ce que je fais habituellement. Voilà, on est toujours lié aux ancêtres et on essaie de porter un petit message, pas trop pessimiste pour les générations à venir. Ça s'appelle Chemin des Falaises, avec une illustration qui n'est pas de Fécamp d'ailleurs, qui représente Boulogne-sur-Mer par Jeanne Trudeau. Bon, curieuse idée chez Grasset, mais en tous les cas, on peut découvrir votre histoire Fallait dans pas le ce dire, ça. livre. Chemin, voilà, désolé. Chemin des Falaises, merci beaucoup, Jennifer Richard. Bon alors, Balbec, Oui, Balbec. si on y allait, Anne. Oui, avec plaisir. Bonjour Renaud Meyer. Bonjour. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, notamment de Terres étrangères chez Bûcher-Castel. Et aujourd'hui, vous revenez pour votre dernier roman qui s'intitule Retour à Balbec, aussi chez Bûcher-Castel. Alors, il est question dans ce roman d'un pianiste virtuose d'origine arménienne qui, après des années de silence, revient sur la plage de son enfance, Balbec. Donc, c'est une plage qui est très chargée d'un point de vue littéraire. Alors, pourquoi ce choix, justement, éminemment littéraire de Balbec, cette plage fictive qui a été inventée par Marcel Proust? Au départ, c'est venu d'un séjour que j'ai fait à Trouville, aux Roches Noires, et j'ai passé un week-end comme ça à l'ancien hôtel des Roches Noires, au dernier étage, et le lieu, j'ai découvert ce lieu qui était totalement désert, tous les volets étaient clos, et il y avait un très très long couloir comme ça, on n'entendait pas un bruit, et le soir je me suis dit je vais croiser des fantômes, et c'est là que je me suis aperçu, voilà, encore des fantômes, que Marcel Proust venait justement en vacances avec sa grand-mère
aux Roches-Noires et que Marguerite Duras avait un appartement aux Roches-Noires. Donc je me suis dit que j'allais croiser le fantôme de Marguerite, le fantôme de Marcel et par la même occasion le fantôme de ma grand-mère que j'adorais et qui avait aussi une maison en Normandie. Et j'ai commencé à m'imaginer effectivement que Balbec était à Cabourg, puisque Proust a inventé cette station balnéaire à partir de Cabourg et du Grand Hôtel, mais aussi de Trouville, où il venait également en vacances avec sa grand-mère. Et voilà, cette idée est née de ça, de ce séjour. Oui, justement, parce que en revenant sur la grand-mère, il y a beaucoup de similitudes avec Marguerite Duras, donc c'est très drôle. Au début, on aperçoit donc cette femme à la voix rauque. Ensuite, on voit ce besoin d'écrire parce que vous avez campé un personnage qui a besoin d'écrire. Et puis, quand elle évoque son enfance, on voit vraiment le double. Qu'est-ce que ça a nourri justement ces deux grandes figures littéraires dans votre écriture ? Alors pour peut-être resituer le début du roman, puisque c'est l'histoire d'un grand pianiste qui doit interpréter à New York toute l'œuvre pour piano de Debussy pendant un marathon pianistique de 12 heures. Et le matin de son marathon, il renonce en disant qu'il s'est coincé la main dans la porte de sa chambre d'hôtel. La vérité, c'est qu'il a appris la mort de sa grand-mère, qu'il adorait. Il dit qu'il ne jouait que pour sa grand-mère, et sa grand-mère était folle de ce pianiste de petit-fils. Et donc, c'est la mort de sa grand-mère le terrasse, et il quitte la scène musicale. Et 10 ans plus tard, effectivement, il revient, il accepte l'invitation d'un festival de musique classique, et simplement parce que ce festival est situé juste à côté de Balbec, où il allait en vacances, justement, avec sa grand-mère. Et en se promenant sur la plage de son enfance, il aperçoit sur la terrasse d'un ancien hôtel une vieille dame qui ressemble à sa grand-mère. Et donc, cette vieille dame qui ressemble à sa grand-mère, moi, je me suis dit, c'est Marguerite Duras, sur la terrasse des Roches-Noires, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et donc, effectivement, on ne dit jamais que c'est Marguerite Duras, mais enfin, on peut vraiment penser que cette femme qu'il rencontre, écrivaine, et qui ressemble à sa grand-mère, peut faire penser à Marguerite Duras. Et elle-même lui dit qu'elle le reconnaît et qu'il il est un petit garçon qui venait là autrefois sur la plage. Elle lui dit, vous vous appelez Samuel. Effectivement, il s'appelle Samuel. Et donc voilà, d'où est né ce personnage d'écrivaine sur la terrasse. Oui, donc justement, revenons sur cette très belle relation entre sa grand-mère et lui, parce que cette grand-mère, Mariam, a tout sacrifié pour son petit-fils. Et quand il pense la reconnaître, et d'ailleurs elle pense aussi le reconnaître, Oui. puisqu'elle pense que c'est le petit garçon qui allait en colonie de vacances, est-ce que c'est un livre sur le deuil impossible ? Oui, enfin en tout cas c'est peut-être aussi un livre sur le dépassement, l'impossibilité du deuil. Je ne sais pas si c'est le deuil impossible, mais l'impossibilité du deuil, en tout cas, comme le fait que les lieux puissent faire effectivement ressurgir les êtres, les souvenirs et dépasser la mort. Justement, nous allons revenir sur l'histoire des fantômes, parce que justement, il y a cette relation donc entre cette femme habillée tout en noir, ce jeune Samuel, puisqu'il revient 10 ans plus tard sur ce lieu. Entre eux naît une très belle relation. Alors là, la temporalité est complètement brouillée, on ne sait pas exactement. Et quand Samuel revient dans cette espèce d'appartement où séjourne cette femme, il croit apercevoir des fantômes. Donc les lieux sont quand même habités par des présences un peu étranges, qui ne sont pas effrayantes, cela étant. Ce ne sont pas du tout des êtres surnaturels qui font peur. Et quand il s'adresse au jardinier, le jardinier lui dit « Mais non, cette maison n'est pas habitée ». Alors comment vous avez travaillé justement ce rapport entre cette frontière entre les apparitions, le réel, les fantômes ? Il ne faut pas trop en dévoiler, mais comment j'ai travaillé? En fait, je n'avais rien prévu.
jusque-là, les romans que j'avais écrits, je jouais à l'architecte, donc je savais comment ça commençait, comment ça finissait, etc. Là, je me suis dit, tiens, je vais tenter un truc, je vais mettre cette espèce de fantôme de Marguerite, enfin, cette réincarnation, je ne sais pas comment on peut dire, qui lui fait penser à sa grand-mère, et ce pianiste. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Elle, qui n'arrive plus à écrire, c'est une écrivaine qui n'arrive plus à écrire, et lui, c'est un pianiste qui n'arrive plus à jouer. Et effectivement, elle lui dit, venez chez moi, c'est comme ça qu'elle l'attire dans son appartement, venez chez moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Et ce quelque chose, c'est un piano. Bon, c'est un peu le début du roman, donc on peut le dévoiler. C'est un piano. Et ce piano, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que c'était le piano de Gabriel Fauré, avec lequel il avait composé son requiem. Alors évidemment, lui, ça le titille, lui qui est un grand interprète de Debussy, voir ce piano. Alors voilà. Et comment effectivement cette femme qui existe peut-être ou qui n'existe pas, ou bon, je ne savais pas trop au départ comment ça allait tourner cette affaire, va peut-être redonner à ce pianiste, peut-être à travers le piano, peut-être à travers le fait qu'elle lui rappelle sa grand-mère, lui redonner le goût de la musique, et lui-même, est-ce qu'il va réussir à lui redonner le goût de l'écriture? En tout cas, la force d'écrire. La musique irrigue beaucoup votre roman, et notamment la musique française pour piano du XXe siècle. Et comment écrit-on sur la musique, justement? On en écoute, déjà. Et comment on écrit sur la musique? J'ai essayé... Enfin, ça a été un petit peu particulier parce que du moment où j'ai introduit le nom de Balbec, qui est un nom magique, du moment que je l'ai volé à Proust, c'était assez marrant parce que finalement, ça a été une espèce d'aimant. C'est-à-dire que la musique est venue se greffer au roman sans que je choisisse quels étaient les compositeurs, au fond. Et sur cette plage normande, eh bien, automatiquement, c'était Debussy, c'était Éric Satie, c'était Fauré, c'était Ravel, qui venaient inévitablement être une espèce de bande-son du roman. Voilà. Donc, c'était pas tellement un choix, ça s'est imposé. Alors, je pense que je vais anticiper votre réponse, mais je vais quand même poser la question parce que je me suis quand même échinée à la chercher. Alors, il y a une mise en abîme, j'en dirai pas plus. Et comment s'est construite cette mise en abîme qui est quand même assez renversante? Eh bien, comment c'est? Oui, je vous ai un peu répondu quand même, mais ça s'est fait avec une espèce d'aller-retour, au fond. C'est-à-dire que c'était un peu comme des poupées russes. J'ai emboîté les histoires, effectivement, il n'y a pas une seule histoire, il y en a plusieurs. J'ai emboîté les histoires. Et puis après, ça a été la complexité de faire le chemin dans le sens inverse. C'est-à-dire de voir si ces poupées qui s'étaient emboîtées les unes dans les autres, est-ce que ça fonctionnait? Est-ce que ça fonctionnait dans les deux sens? C'est-à-dire que quand on y arrivait au bout, est-ce que ce n'était pas totalement déséquilibré ou abracabantesque? Voilà. On a l'impression que vous nous menez en bateau quand on lit ce Au bord de la mer. roman. Voilà, la thématique maritime reste présente. Donc, je suppose que c'est volontaire, vous vous amusez un peu de votre lectorat? Ben, je m'amuse moi déjà quand j'écris à me mener en bateau. C'est peut-être eux aussi, ces deux personnages qui m'ont mené en bateau. Mais oui, bah, c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire jouer avec le lecteur et s'amuser ensemble et essayer d'avoir une chose un peu ludique. Merci beaucoup, Renaud Meyer. Merci. Et donc, troisième auteur pour parler de la Normandie, Christophe Boltanski. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont La Cache, qui vous avait valu le prix Femina en 2015, ou encore d'un volume de Ma nuit au musée, dans lequel vous étiez intéressé à King Kassai, cet éléphant quelque peu
alors certainement empaillé et quelque peu encombrant de l'Africa Museum de Belgique. Et c'est un autre lieu qui se trouve au cœur de ce livre, Le Trait de côte, paru aux éditions Stock. Comme j'ai fait une petite pique à Jennifer Richard, je vais faire une petite pique aussi à Christophe Boltanski, parce que la couverture, c'est Belle-Île en mer. C'est une concession à la Bretagne. Sur la Bretagne. Et on va aller à Barfleur, dans le Cotentin. Donc, avec la pointe nord-est du Cotentin et une maison qui va être menacée un jour ou l'autre probablement par l'avancée du trait de côte. Et vous y avez découvert... Bon, d'abord, il y a des fantômes aussi, hein, ce qui a l'air d'être aussi une des thématiques qui vous réunit. Et vous y avez découvert que des correspondances et des poèmes sans auteur. Et ça va être le début de votre enquête sur votre histoire familiale, enquête sur votre arrière-grand-père maternel, Ernest Clouet, qui a eu un métier un peu particulier entre la terre et la mer et un peu à la marge de la société, puisqu'il était douanier. Donc, quand les villageois veulent faire des activités illicites, le douanier, on s'en méfie, on l'écarte le plus possible. Et la Normandie, c'est le point d'ancrage et le point de départ de ce livre, dans lequel vous nous emmenez plus loin dans le temps et plus loin dans le sud de la France. Comment, c'est un peu la même question que je posais à Jennifer Richard pour commencer, comment la Normandie est un jour venue vous réclamer elle aussi une histoire, vous qui avez raconté l'autre branche familiale surtout, et là qui interrogeait cet homme qui a laissé peu de traces. Mais d'abord, bonjour. Alors, c'est vrai que j'avais raconté dans un livre, c'était d'ailleurs mon premier livre, qui s'appelait La Cache, ma famille paternelle, qui était aux antipodes de la Normandie. C'était des juifs venus d'Odessa, bohèmes, foutraques, qui vivaient... enfermés dans un appartement parisien. Il y avait toujours cette peur qui était un legs de l'histoire et qui ne se lavait jamais. Enfin, on pique-niquait tous ensemble, on dormait tous dans la même chambre. C'était assez étrange, mais même si pour moi ça me paraissait tout à fait normal quand j'étais jeune. Et la Normandie, c'était l'exact contraire. Parce que c'était du côté maternel. Moi, j'étais élevé par mes grands-parents paternels essentiellement. Et ma grand-mère maternelle était une institutrice, une ancienne institutrice. C'était des gens d'ordre, de discipline, mais en même temps des bons vivants pour qui les repas de famille, quelque chose qui s'éternisait pratiquement jusqu'à pas d'heure. C'était des terriens, des Normands. Et c'était... Tout ça se passe dans cette maison qui se trouve dans un lieu particulier parce que Barfleur, c'est au bout d'une petite bande de terre qui est elle-même tout au bout d'une presqu'île. C'est vraiment au fond, au bout d'un cul-de-sac. Voilà. On ne va pas à Barfleur par hasard. À la fois, cette maison, je l'ai toujours connue. J'ai dû sans doute y aller dès mes premiers jours. Et pour toutes les raisons que je vous ai un petit peu dites, je me suis senti toujours un peu à demi étranger. Ma grand-mère, quand ma sœur et moi nous prenait en vacances, nous considérait comme des sortes de sauvageons. On arrivait de la jungle. Et d'ailleurs, on était assez crasseux. Donc la première chose qu'elle faisait, c'était sortir ce qu'elle appelait un démêloir. Et elle nous peignait frénétiquement les cheveux pour essayer de défaire tous ces nœuds. Et donc, je connaissais pas grand-chose en même temps sur cette histoire familiale parce que, comme dans beaucoup de familles, on a parlé de fantômes, cette histoire, il y avait un secret. Voilà. Je pense que dans toutes les familles, à mon avis, il y a des secrets. Mais là, notamment, et j'ai quand même assez vite compris que la maison dans laquelle je me trouvais était une maison hantée. Une maison hantée, donc il y a des fantômes. D'ailleurs, les fantômes trônaient dans la première pièce en entrant. Il y a une sorte de portrait de famille de gens que je ne connaissais pas. Je pouvais à peine les nommer, mais qui étaient donc les ancêtres. L'arrière-grand-père, Ernest, qui était douanier, son épouse et leurs 3 enfants. Et vous savez, les fantômes, c'est souvent des mâles morts.
Et les malmorts, ce sont des morts qui sont arrivés de façon trop brutale, trop soudaine. C'est des sortes qui sont le produit de l'incomplétude, des vies qui n'ont pas pu être menées jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elles auraient dû aller. Et ça, effectivement, cette présence-là m'avait toujours intrigué. Et d'ailleurs m'avait même sans doute empêché quelque chose qui enfin, vous allez peut-être ne pas me croire, mais c'est tout à fait vrai. Je n'avais jamais fouillé cette maison, j'avais jamais exploré les recoins de cette maison, jamais même ouvert la plupart des tiroirs de cette maison. Et on est en Normandie, donc il y a beaucoup d'armoires normandes. Et dans une armoire normande, il y a plein de tiroirs, y compris des tiroirs qu'on ne soupçonne pas, tout en bas, sans poignée, etc. C'est vos enfants qui vous les ont. Et c'est mes enfants qui vont finalement exhumer tout ça. C'est des poèmes. Ouais. Et qui vont donc sortir du fond d'un fond dans une boîte métallique qui se trouvait elle-même au fond d'une malle, qui se trouvait elle-même sous les combles, des poèmes. Mais des poèmes qui se trouvaient en haut d'une pile qui contenaient clairement des documents importants qui avaient marqué cette famille. C'était essentiellement des faire-part avec un liseré noir autour. Et ces poèmes étaient des très beaux poèmes, des vers libres. Ils étaient datés, années 29, 1930, mais ils n'étaient pas signés. Et j'ai eu le sentiment que mes fantômes, qui jusque-là avaient au moins le mérite d'être assez tranquilles, discrets, ne parlaient pas, me parlaient. Ils parlaient de mort. Et parlaient, enfin, il y avait dans ces poèmes effectivement beaucoup de références à la mort et à la maladie. Mais parce que effectivement, cette famille a été décimée par une terrible maladie. C'est une des rares choses que je savais d'ailleurs dans l'entre-deux-guerres, qui était la tuberculose, qui a emporté pratiquement tout le monde. Ma grand-mère était une survivante. Et quand vous êtes écrivain j'étais convaincu en découvrant ces poèmes qu'évidemment ces poèmes avaient été écrits par peut-être un des 5 personnes qui trônaient sur cette photo dans le salon, et de savoir qu'un de vos ancêtres, quand vous êtes écrivain, a écrit, évidemment c'est très troublant et très émouvant. Surtout qu'il vient d'une famille. Alors il y a Madeleine et puis donc Ernest, père et fille, mais que Ernest c'est pas vraiment quelqu'un qui a laissé des traces. Donc comment vous retrouvez des traces de quelqu'un dont vous n'avez pas le vécu, vous n'avez pas. Je dis c'est pas des gens qui laissent une mémoire, c'est pas des gens qui se sont racontés. En plus c'est quelqu'un d'assez taiseux qui a vécu seul une partie de sa vie. Donc comment ça vous a interrogé de savoir quelle pouvait être sa vie à lui qui a eu des enfants, qui s'est retrouvé seul, qui a une femme qui s'est retrouvée seule et qui a vécu un peu à côté du village dans lequel il était. C'est ça, Ernest, on dit que les Normands sont taiseux, lui il était mutique. Hein, je pense qu'on disait que dans la famille, on disait encore une fois très peu de choses. Il y avait vraiment un récit qui n'a pas été transmis, mais on disait qu'il était neurasthénique. Aujourd'hui, on dirait qu'il était dépressif, mais il l'a, à mon avis, toujours été. Et donc c'était un homme replié sur lui-même, très solitaire. Son métier ne l'aidait pas, parce qu'effectivement, être douanier sur cette terre, qui est une terre, je pense que ça doit être à peu près la même chose ici, hein, mais une terre, vous savez, déchiquetée, sauvage, pas très loin des îles anglo-normandes, donc c'est une terre de contrebandiers, de pilleurs de grèves, de naufrageurs, donc pour qui le douanier est vraiment la figure de l'ennemi. Il y a toutes sortes de dictons normands extrêmement moqueurs sur le douanier. Pourtant, en laissant ses traces, il avait quelque chose à vous déclarer ? Justement, non, c'était un douanier qui n'avait rien à déclarer, qui ne parlait pas. Et quand les personnes dans ma famille que j'ai essayé d'interroger n'avaient presque aucune anecdote à raconter à son propos. On disait que c'était justement un douanier pourtant extrêmement scrupuleux. Je l'ai vu, parce qu'il annotait toutes sortes de livres sur la douane, des livres notamment sur les amendes, les contraventions, multiples et variées. Pas très romanesque ça. C'est pas très romanesque, mais si, en fait, c'est très romanesque. Ça raconte la vie ordinaire. Vous savez, un de mes livres préférés, c'est Bartleby, qui est le roman d'Herman Melville, qui est sur un scribe qui, justement, passe son temps à dire « I would rather not to », je préférais ne pas. Et je pense que Ernest est quelqu'un qui, justement, était dans une sorte de Bartleby normand. Donc non, je pense qu'il était tout à fait romanesque, parce qu'il va finir par me parler, effectivement, à travers ses traces, à travers cette maison qu'il a transformé en musée. En fait, comme les gens vont mourir autour de lui, il va effectivement, vous savez, dans les
églises du Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait le memoria, cette crypte dans laquelle on entreposait, on entrepose toujours, des reliques de martyrs. Alors c'est des ossements, des bouts d'os, des morceaux de cheveux, des cheveux. Et là, c'était pareil. C'était presque, alors heureusement, il n'y avait pas d'ossements, mais c'était presque pareil. Et Un soin, parce que là, les ossements sont les textes, mais des textes qui étaient extrêmement bien notés, extrêmement bien conservés. Il y a comme cette volonté. C'était parfois le seul lien qu'il avait avec sa famille, et notamment Madeleine, quand elle est dans le sanatorium. Mais c'est un trésor. Oui. Pour lui et donc pour vous quelques décennies plus tard. Oui, tout à fait. Donc ces êtres chers qu'il adorait, il avait une véritable vénération pour ses enfants, ses filles qui vont devenir institutrices. Et il va évidemment conserver absolument tout, entouré de papier de soie, les moindres cahiers de notes et les lettres de Madeleine. Mais même, je raconte cette anecdote parce qu'elle à chaque fois que je la raconte, c'est extrêmement émouvant. Dans la petite table de chevet, il y a un agenda qui a été offert par une épicerie de Barfleur de l'année 1935. Donc Ernest avait reçu cet agenda. Il n'avait aucun rendez-vous pour l'année de 1935, pas un seul. C'est une année blanche, une année vide. Sauf, à la date du 7 janvier 1935, il y a une croix et un prénom, le prénom de sa fille, Madeleine, c'est le jour de la mort de sa fille. Et donc cet agenda a été conservé pendant 90 ans, au même endroit sans doute, dans cette petite table de chevet qu'il y a, comme dans beaucoup de maisons anciennes. Et donc c'était ça, cette maison. Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et quand je l'ai compris, je me suis dit qu'effectivement, il fallait que j'écrive cette histoire. Et cette histoire aussi qui vous interroge sur ce qu'était son monde à lui, son monde à eux, parce que depuis aujourd'hui, vous écrivez sur un monde qui a totalement disparu, ce qu'était être douanier dans les années de l'entre-deux-guerres, ce qu'était pour Madeleine d'être dans un sanatorium, comme il y en avait pas mal en France. Comment ça vous a interrogé aussi ces manières d'être isolé et en même temps ce temps disponible pour faire quelque chose pour elle, quelque chose qui... Voilà, un monde éloigné, un monde disparu. Alors, effectivement, ce monde qui a disparu ou qui est en train de l'être, c'est aussi un des grands thèmes, des thèmes du livre, parce que pour Ernest, juste deux mots, je ne connaissais que son chemin, le fameux chemin des douaniers qu'il arpentait jour après jour et qui est en train de disparaître, donc le fameux trait de côte, qui a par endroits totalement disparu. Et en plus, Barfleur est construit sur un polder. Donc, lors des grandes marées d'équinoxe, l'eau est à 30 cm du rebord. Donc, on n'est pas loin du déluge. Et Madeleine, elle, effectivement, je vais la suivre. Donc, c'est comme un fil, en fait. Il y avait une pelote dans cette maison et je vais essayer de défaire tous ces fils et les suivre les uns après les autres. Et l'un de ces fils me conduit dans ce sanatorium qui était dans la Creuse, donc on est très loin de la Normandie, dans une sorte de vide, un lieu de relégation, parce que c'est quand même une maladie qui était contagieuse, et qui était réservé aux instituteurs et aux institutrices, qui s'appelle Sainte-Fère, près de Guéret. Et ça aussi, j'ai découvert ce lieu, parce que comme Renaud l'a dit, moi je me suis laissé emporter en fait. J'écrivais au fur et à mesure, je ne savais pas trop où tout ça allait me conduire. Et c'est un lieu qui était un lieu à la fois une prison, mais en même temps une bulle hors du monde. Et à cause du fait la mort est totalement présente, les gens sont taraudés par cette menace. C'est un lieu de vie, absolument effrénée même. Il meurt, mais en même temps, on a beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Oui, vous y restez très longtemps. Madeleine va y faire 2 séjours, le premier de 6 mois. Elle est toute jeune, elle est à l'école normale, elle a 16 ans, et le second de 14 mois. Et vous ne devez en principe rien faire. Donc il y a la fameuse la silencieuse, c'est les moments de repos de l'après-midi où vous êtes sur des chaises longues dans une galerie ouvert à tous les vents et vous ne devez même pas parler. Donc, mais c'est des gens qui passent leur temps en fait à enfreindre l'ordre médical et qui elle va tout découvrir en fait à Sainte-Fère. Elle va découvrir, je pense, l'amitié, l'amour, la littérature, la politique et aussi la poésie.
La politique, je laisse les lectrices, lecteurs découvrir comment est-ce qu'elle est reliée à des personnages importants de l'histoire. Mais je reviens sur le chemin des douaniers dont vous parliez pour Ernest, comment là aussi il a accompagné et guidé l'écriture d'un livre qui est composé en arrêt, en station, et puisqu'on parle de mort, en chemin de croix. Un petit peu. Alors la station, en même temps, c'est à la fois un arrêt, mais un arrêt temporaire. C'est un arrêt avant de repartir. Avec, effectivement, il y a toujours une destination finale. Et là, il est beaucoup de questions de stations. Alors, beaucoup de questions de stations, ce qu'on appelait climatiques, les stations qui étaient des villages d'altitude où on allait pour se soigner. Il y avait toute une économie de la tuberculose. Des pensions de famille comme ça qui disaient qu'elles accueillaient des touristes, en fait, elles accueillaient des malades. Donc il y a beaucoup de stations, mais il y a aussi effectivement cette mort qui rôde. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu appeler chaque chapitre des stations. Et puis on est dans une ère malheureusement sombre. Même si j'espère qu'il y a des moments drôles dans le livre, avec la montée des eaux, avec les menaces, voilà, tous ces périls qui nous guettent. Et donc cette petite apocalypse aussi, je voulais qu'elle soit présente dans ce livre. Mais donc voilà. Je peux citer la toute dernière phrase sans dévoiler quoi que ce soit, qui indique un peu le chemin qui vous inquiète, qui vous menace. Barfleur vient d'être submergé. Je vous laisse avec ça quand même. Ça s'appelle Le trait de côte. C'est paru aux éditions Stock. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Christophe Boltanski. Merci. Merci Christophe Boltanski. Merci Jennifer Richard. Je rappelle, Le chemin des falaises, c'est votre roman paru aux éditions Grasset. Et Anne Plantier. Oui, Retour à Balbec de Renaud Meyer aux éditions Bûcher-Castel. Merci à vous, merci à tous les quatre, merci à vous. Merci. Et rendez-vous.